Ok, bonjour tout le monde. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour la dernière séance. C'est très bien passé. J'espère que cette deuxième séance sera aussi faire l'exemple. Aujourd'hui, on s'est donné comme rendez-vous de faire l'expression de l'information génétique. Alors, l'expression de l'information génétique, qui est je pense, le quatrième chapitre de votre programme, est l'une des chapitres les plus importants au bac, quelle que soit la série, parce que c'est un chapitre de base qui renferme presque pas mal de notions très importantes à votre niveau. L'expression d'information génétique, qui sera l'objet de notre cours, est composée de 4 grandes parties, ou disons 5, dont la première partie, la généralité, les étapes de la synthèse des protéines, propriétés du code génétique, les mutations et des exercices d'application dont nous allons prendre l'exemple du bac 2011, série D et série A1, sujet 1, et le bac de 2013, série C, sujet 2. Donc, on va rapidement commencer le cours sans perdre du temps parce qu'on est un peu en retard. On va commencer par la généralité. Alors, c'est quoi l'information génétique? C'est ça la première des questions. Il suffit au moins de répondre, de savoir ce que c'est l'information génétique. Déjà, vous savez que l'information génétique est portée par l'ADN. Ça, c'est à partir du chapitre précédent. Vous savez déjà que l'ADN, son rôle, c'est le support de l'information génétique. L'information génétique qui comporte tous les caractères, quelle que soit taille, couleur, forme des individus ou bien des espèces, vont être transmises d'une génération à une autre. Ces informations génétiques vont être transportées par l'ADN, d'accord, au cours de cette transmission. Donc, on va s'intéresser à l'ADN. Pourquoi? Parce que l'ADN est le support de l'information génétique et que pour transmettre l'information génétique, on aura besoin de travailler l'ADN pour obtenir une protéine. En fait, si vous analysez dans l'organisme, l'information génétique est généralement exprimée sous forme de protéines. Si l'information génétique est sous forme de protéines dans l'organisme et que l'information génétique se trouve à l'intérieur de l'ADN, cela veut dire qu'il y a une relation entre l'ADN, l'information génétique et la protéine synthétisée. Et cette relation est ce qu'on appelle l'ARN messager. Je m'explique. Comment ça se fait, la transmission de l'information génétique? À partir de l'ADN, qui se situe à l'intérieur du noyau cellulaire, on va transcrire ce qu'on appelle une ARN messager. Et cet ARN messager va quitter le noyau, d'accord, entrer dans le cytoplasme, là où se trouvent des petits organites appelés ribosomes qui vont assurer la traduction de cet ARN messager en chaîne d'acides aminés, notamment appelés protéines. Donc, pour partir de l'ADN vers la protéine, on transite par un élément très important appelé ARN messager. Mais avant d'aller un peu plus loin, il suffit au moins à partir de là, connaître la différence entre l'ADN et l'ARN messager. D'accord? Comme l'ADN porte la même information génétique que l'ARN messager, donc vraisemblablement, ils doivent être identiques. Mais attention parce qu'il y a une différence entre l'ADN et l'ARN. Quelle est la différence entre ADN et ARN messager? En fait, ADN qui veut dire acide désoxyribonucléique est bicaténaire, contrairement à l'ARN acide ribonucléique qui est monocaténaire. Alors, bicaténaire, ça veut dire deux brins et monocaténaire veut dire une seule brin.
L'ADN aussi porte un sucre désoxyribose, alors que l'ARN, au contraire, possède le sucre ribose. L'ADN possède en elle la thymine, alors que l'ARN possède l'uracile. L'ADN se situe au niveau du noyau, alors que l'ARN, c'est au niveau du cytoplasme. Alors, voilà les quelques différences entre l'ARN messager et l'ADN. Oui, Laïla, tu disais? Laïla? J'ai pas bien compris sur l'ARN messager. D'accord. En fait, je viens d'expliquer sur le diapo précédent que l'information génétique est portée par l'ADN. Cette information génétique, au niveau de l'organisme humain, se trouve sous forme de protéines. Donc, cela veut dire qu'il existe une relation entre l'ADN et la protéine synthétisée. Et cette relation existe par le fait de la présence de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager va porter ces informations génétiques au niveau de l'ADN vers les ribosomes pour être traduits en protéines. Donc, on s'est demandé si l'ADN porte des informations génétiques, les mêmes informations génétiques que l'ARN, cela veut dire qu'ils sont similaires, ils sont semblables. Mais attention parce que l'ADN et l'ARN sont différents. Il y a quelques différences entre l'ADN et l'ARN. Et quelles sont ces différences? Ces différences, c'est que ADN est bicaténaire, c'est-à-dire porte deux brins, et l'ARN est monocaténaire, une seule brin. C'est-à-dire à partir de deux brins de l'ADN, on va synthétiser une petite brin, une seule brin, qu'on va l'appeler ARN messager. Mais aussi, l'ADN porte un sucre désoxyribose et l'ARN, le sucre présent, c'est le ribose. On sait déjà que l'ADN, parmi les composants de l'ADN, c'est acide phosphorique, base azotée et sucre en C5. Le sucre présent dans l'ADN, c'est un sucre désoxyribose. Alors que le sucre présent en ARN, c'est le sucre ribose. Différence aussi, au niveau de l'ADN, nous avons la présence de la thymine, alors qu'au niveau de l'ARN, il n'y a que la présence de l'uracile. Donc, la thymine a été remplacée par l'uracile au niveau de l'ARN. Mais aussi, ça vous le savez tous, que l'ADN est localement situé dans le noyau, alors que l'ARN messager, c'est au niveau du cytoplasme. Donc, voilà en quelques lignes la différence entre ADN et ARN messager. C'est bon, Laïla? Oui. D'accord, on avance. Alors, on a dit qu'il y a trois sortes d'ARN, l'ARNT, l'ARNM et l'ARNR, l'ARN ribosomal. ARN de transfert, ARN messager et ARN ribosomal. L'ARNT, l'ARN de transfert, va assurer l'orientation de la séquence d'acides aminés vers les ribosomes. D'accord? L'ARN messager va porter l'information génétique du noyau vers le ribosome pour être synthétisé. Et l'ARNR, c'est-à-dire ARN ribosomal, qui va prendre en charge la séquence de codons pour traduire en protéines. Sur la deuxième partie, on va voir les étapes de la synthèse. Alors, la synthèse des protéines s'effectue en deux grandes étapes. Il y a la transcription de l'ADN en ARN et la traduction de l'ARN messager en protéines. Alors, vous savez déjà que l'ADN se situe dans le noyau, ce qui veut dire que la transcription de l'ADN en ARN a eu lieu automatiquement dans le noyau, alors que on sait déjà que l'ARN messager va aller au niveau des ribosomes qui sont les agents de synthèse des protéines, d'accord? Ils sont situés dans le cytoplasme, donc il est normal que la traduction de l'ARN messager en protéines se fait dans le cytoplasme. Donc, nous avons la transcription au niveau du noyau de l'ADN en ARN messager et de la traduction de l'ARN messager en protéines
au niveau du cytoplasme via les ribosomes. On va voir étape par étape comment ça se fait la transcription et comment ça se fait la traduction. Premièrement, la transcription. Comment ça se fait la transcription? On sait déjà que l'ARN, ce n'est qu'une copie de l'ADN, d'accord? Une copie qui est conforme par rapport au brin transcrit de l'ADN. D'après le chapitre précédent, on vous a dit que l'ADN est bicaténaire. Il possède 2 brins, dont l'un est orienté 3', 5', appelé brin transcrit, et l'autre est orienté 5', 3', appelé brin non transcrit. Alors ici, dans notre représentation, nous avons ici le brin qui est un peu en gris, qui est le brin transcrit. Donc ça, c'est le brin noté 3', 5'. Et ici, en noir, le brin non transcrit de l'ADN qui est orienté 5', 3'. Comment ça se déroule la transcription? Premièrement, nous avons l'ARN polymérase, le petit boule qui est là, d'accord? C'est l'ARN polymérase qui va intervenir au niveau de l'ADN. Comment il va intervenir? Il va couper les liaisons hydrogènes liant les bases. On sait déjà que c'est la liaison qui est la plus faible, d'accord? Il va couper les liaisons hydrogènes et après avoir coupé les liaisons hydrogènes, il va avoir l'apparition de ce qu'on appelle les yeux de replication. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a quoi? Un petit vide dans l'ADN, à partir des nucléotides, vous voyez, ces nucléotides qui sont là, vous avez C, G, A, U, ce sont des nucléotides présents dans la cellule. Donc, ces nucléotides vont synthétiser l'ARN messager à partir du brin transcrit selon la règle de complémentarité de base. Vous voyez ici, vous avez A, d'accord? A aurait pu être lié à une thymine. Donc, nous avons quoi? U, d'accord? Dans l'ARN messager. Ici, on a G dans l'ADN, on va avoir C dans l'ARN messager. Ici, nous avons C dans l'ADN, on aura G dans l'ARN messager, etc. Donc, on va avoir synthèse de l'ARN messager, d'accord, à partir du brin transcrit de l'ADN, d'accord, selon la règle de complémentarité de base. Après cela, nous aurons une ARN messager déjà transcrit qui est prêt à quitter le noyau vers les ribosomes pour être traduit. Donc, si vous avez compris la transcription, on va passer à la traduction. Retenez le plus important que la transcription, ce n'est que la copie du brin transcrit de l'ADN, d'accord, qui va être transcrit en ARN messager. Et cet ARN messager va prendre la direction vers les ribosomes situés dans les cytoplasmes pour être traduit. La traduction. Déjà, la traduction, on sait déjà que l'ARN, la séquence d'ARN, est orangée selon ce qu'on appelle des codons. Alors, c'est quoi un codon? Un codon, ce n'est qu'un ensemble de triplets de base. Chaque triplet de base forme ce qu'on appelle un codon. Quand vous avez A, U, G, ces 3 bases, ça forme un codon. Si vous avez A, G, U, ces 3 bases, ça forme un codon. Donc, à chaque 3 bases forment directement un codon. Et il existe dans la nature 64 codons dont nous avons quoi? Un codon initiateur appelé AUG. Ce codon est généralement celui qui initie, comme le nom l'indique, la séquence d'ARN messager vers le ribosome. Donc, c'est celui qui débute l'ARN messager. Et nous avons aussi 3 codons stop, AUA, UAG et UGA. Alors, les codons stop, ce sont des codons à laquelle ne signifient rien dans le code génétique. Du coup, dès qu'ils apparaissent au sein de la traduction, cela est synonyme de l'arrêt de la traduction. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des codons synonymes. Donc, voilà les 3 types de codons. Nous avons des codons initiateurs, des codons stop et des codons
synonymes. Comment ça se fait la traduction? La traduction se fait sous 3 étapes. Ce qu'on appelle déjà l'initiation, d'accord? L'initiation à laquelle le premier codon de l'ARN messager va rentrer dans les sites des ribosomes, d'accord? Puis, nous aurons quoi? La phase d'élongation à laquelle les codons vont succéder au niveau de ribosome tout en établissant une liaison appelée liaison peptidique. Et enfin, nous aurons la phase de terminaison, dont, comme le nom l'indique, est la dernière phase à laquelle va par la suite engendrer l'arrêt de la synthèse des protéines, caractérisée par l'apparition d'un codon stop. Dès qu'il y a apparition d'un codon stop, directement la synthèse des protéines s'arrête. Et le peu qui a été déjà synthétisé est considéré étant comme la protéine déjà synthétisée. D'accord? Donc, en grosso modo, voilà la traduction. Oui, Thanaou, tu as une question? Monsieur, je n'ai pas bien compris sur la traduction. Alors, la traduction, j'ai bien dit, nous avons déjà l'ARN messager qui va venir au niveau des ribosomes pour être traduite en protéines. Si vous suivez depuis le début, là, vous comprenez qu'on est parti de l'ADN dans le noyau, d'accord, qui s'est transcrit en ARN messager. Et cet ARN messager va aller au niveau du noyau, au niveau du cytoplasme, là où se trouvent les ribosomes, pour être traduit. Et la traduction, ce n'est que la transformation de l'ARN messager, ou disons la synthèse des protéines à partir de l'ARN messager. Comment ça se déroule? Ça se déroule suivant 3 étapes. L'initiation, l'élongation et la terminaison. Au niveau de l'initiation, nous avons entré du code initiateur dans les ribosomes. D'accord? Après, nous aurons la phase d'élongation. Dans la phase d'élongation, nous aurons quoi? Nous aurons apparition d'une liaison peptidique au niveau des acides aminés synthétisés, d'accord? Dont l'ensemble des codons vont se succéder au niveau des ribosomes. Donc, chaque codon va entrer dans les ribosomes, être traduit, puis sortir en acide aminé. Après l'élongation, nous avons la terminaison. Et la terminaison, il est caractérisée par l'apparition des codons stop. Dès qu'il y a apparition de codons stop, là, la traduction est finie. Parce que le codon stop ne signifie à rien. C'est-à-dire ça signifie à aucun acide aminé. Oui, Abdou, tu as une question? Oui, monsieur. Sur le codon synonyme, je voulais avoir un exemple et leur sens, ou plutôt leur fonction dans la cellule ou dans la traduction. Donc, les codons synonymes, ce ne sont que des codons qui ne veulent dire que la même chose. Quand tu as plusieurs codons qui veulent dire la même chose, donc, c'est-à-dire si tu as l'un, c'est presque la même chose que quand tu as l'autre. Donc, ces codons-là, vous allez le voir, on va même les préciser dans la prochaine étape, notamment dans le code génétique. Vous allez voir qu'il y a des codons synonymes. Donc, normalement, les codons synonymes, ce ne sont que des codons qui ne veulent dire que la même chose. C'est bon? D'accord, merci. Donc, on avance. Je pense que maintenant, on a terminé avec la traduction. Donc, si vous avez compris la traduction, on va avancer. Maintenant, on va aller dans la 3e partie, notamment les propriétés du code génétique. C'est quoi le code génétique, mes chers amis? En fait, le code génétique, ce n'est que l'ensemble des règles qui vont nous permettre de traduire, d'accord, l'ARN messager en protéines. C'est l'ensemble des règles permettant de synthétiser la protéine à partir de l'ARN messager. Et l'ensemble de ces règles a pu être étudié par certains scientifiques qui nous ont permis d'établir ce tableau-là appelé le tableau du code génétique,
dans ce tableau renferme l'ensemble des codons et leur signification respective en acides aminés. Par exemple, ici, vous avez le UUU qui correspond à la phénylanine. Vous avez ici le CUU qui correspond à la leucine, et ainsi de suite. Donc, ce tableau de code génétique va nous servir au moment où on va nous donner l'ensemble des codons, ou disons l'ARN messager. On nous dit de synthétiser la chaîne polypeptidique ou bien de synthétiser la protéine. Ça veut dire la même chose. Ou bien de synthétiser la séquence d'acides aminés. Ça veut dire aussi la même chose. Donc, quand on nous pose une telle question, le tableau du code génétique. Et ce tableau, ne vous en faites pas, mes chers amis, ce n'est pas à apprendre par cœur. Alors là, je précise, ce n'est pas à apprendre par cœur. Ce n'est pas à apprendre par cœur. Ça, on va vous le donner le jour de l'examen ou le jour du devoir. On va vous le donner dans le sujet. Je n'ai pas saturé mémoire, les tableaux, donc, mes chers amis, il suffit de comprendre comment on l'utilise. C'est tout. Donc, comment on utilise le tableau? Si tu as, par exemple, le codon UAG, pour chercher l'acide aminé correspondant à UAG, suffit de regarder. U est la première base, d'accord? C'est le premier nucléotide. Donc, tu vas chercher ici, dans le premier nucléotide, U, il est là. D'accord? Donc, U, il est là, en haut. Après, tu regardes le deuxième base. On a dit U, A, G. Donc, A est le deuxième base, donc le deuxième nucléotide. Donc, tu regardes en haut, tu cherches là où se trouve A. Donc, A, il est là. Donc, tu as U, A. Donc, cela veut dire l'acide aminé se trouve ici. D'accord? Dans le bloc où nous avons U à droite et A en haut. Donc, ça peut être tyrosine ou bien codostop. Mais on va avancer. Donc, il a dit U, A, G. Donc, le dernier, c'est le G. Donc, G, ça symbolise le troisième nucléotide. Donc, c'est ici à gauche. Donc, le G, il est là. Si tu reviens et tu cherches l'intersection entre U de droite, A de haut et de G de gauche, ça ne veut dire qu'un codon stop. Donc, ça correspond à un codon stop. Vous avez U, A, G qui correspond à un codon stop. Donc, voilà comment on l'utilise. Par exemple, on cherche le AUG. Donc, AUG, tu regardes ici. Tu as A, d'accord? Puis, tu as quoi? U en haut. Puis, tu as G à gauche. Donc, si tu regardes, ça sera ici U. Tu as ici A, U, G. Ça correspond à la méthionine. Donc, voilà comment on utilise le tableau du code génétique. On regarde la première base qui correspond au premier nucléotide, deuxième base qui correspond au deuxième nucléotide et au troisième base qui correspond au troisième nucléotide. Et vous pouvez déterminer votre acide aminé. Donc, là, mes chers amis, vous comprenez que la traduction, on va traduire un codon en acide aminé, d'accord? Un codon en acide aminé, un codon en acide aminé et plusieurs acides aminés déjà synthétisés forment déjà notre protéine. Donc, voilà comment on utilise le code génétique pour synthétiser les protéines à partir de l'ARN messager. Si vous avez compris, on avance. Le code génétique peut être universel, peut être redondant ou bien dégénéré, c'est presque la même chose, ou bien peut être non chevauchant. C'est quoi universel? C'est quoi redondant? C'est quoi non chevauchant? Je donne un exemple. Si par exemple, le UAG correspond à la méthionine chez les individus humains et que ça correspond aussi à la méthionine chez les paramécies, vous voyez? Donc, nous, les humains et les paramécies, c'est deux espèces différentes, mais le codon UAG correspond à la même acide aminé. Donc, quand vous avez
le même codon qui correspond à la même acide aminé, quelle que soit l'espèce, là, le code génétique est comment? Est universel. Le code génétique peut être redondant. Oui, Mohamed Joab, tu as une question? Monsieur, je n'ai pas compris quand le code génétique est universel. Le code génétique est dit universel lorsque nous avons quoi? Un codon qui correspond à la même acide aminé, quelle que soit l'espèce. Je donne un exemple. Par exemple, si le UAG, dont vous connaissez déjà, correspond à la méthionine. Si le UAG correspond à la méthionine, chez par exemple les souris, et que ça correspond aussi à la méthionine, chez par exemple les paramécies, donc là vous comprenez que souris et paramécies, c'est deux espèces différentes, mais le UAG correspond à la méthionine, quelle que soit l'espèce. Donc, vous avez un codon qui correspond à la même acide aminé, quelle que soit l'espèce. Donc, à ce moment-là, vous dites que le code génétique est universel. Le code génétique, bon, j'espère que tu as compris, hein? Le code génétique est redondant ou dit dégénéré des fois, c'est la même chose. On va regarder. Regardez ici. Regardez ici, par exemple, la leucine. Quand vous avez la leucine, d'accord, c'est un seul acide aminé, d'accord, mais vous avez ici plusieurs codons. Donc, quand vous avez plusieurs codons qui correspondent à la même acide aminé, là, vous dites que le code génétique est dégénéré ou bien redondant. C'est la même chose. Par exemple, ici, la leucine, la même chose aussi. Par exemple, ici, l'isoleucine, la valine. D'accord? Quand tu as GUU, ça correspond à la valine. Quand tu as GUC, c'est la valine aussi. Quand tu as GUA, c'est la valine aussi. Quand tu as GUG, c'est la valine aussi également. D'accord? Donc, tu as plusieurs codons qui correspondent à la même acide aminé. Donc, quand tu as plusieurs codons qui correspondent à la même acide aminé, alors là, vous dites que le code génétique est dégénéré ou bien redondant. Le code génétique est non chevauchant lorsque les codons respectent le rang, c'est-à-dire quand il y aura traduction de l'ARN messager en protéines, les codons respectent le rang, c'est-à-dire 3 bases par 3 bases vont rentrer dans les ribosomes. Donc, ça respecte le rang. Donc, si vous avez ce cas-là, là, vous avez le code génétique qui est non chevauchant. C'est-à-dire, ça respecte le rang. Il n'y a pas eu de mélange. Il n'y a que 3 codons, c'est-à-dire il n'y a que 3 bases formant un codon qui vont rentrer dans les ribosomes. 3 bases formant un codon. Donc, nous avons codon par codon vont rentrer dans les ribosomes. On va passer à la dernière partie du cours, les mutations, pour passer dans les exercices. Alors, les mutations. Les mutations, c'est une modification accidentelle ou spontanée effectuant la séquence. Donc, la mutation, c'est quoi? Ce n'est que la modification, d'accord, au sein soit de l'ADN ou de l'ARN messager qui va affecter, d'accord, ou non, la séquence de protéines. On a généralement deux types de mutations. On peut avoir une mutation chromosomique, d'accord? Elle concerne le nombre et la forme de chromosomes. C'est-à-dire, c'est lorsque vous avez une modification au sein des chromosomes. Donc, les mutations chromosomiques, on va les voir de long à large, mais dans les chapitres suivants, notamment dans le chapitre de la génétique humaine. D'accord? Mais pour l'instant, retenez juste qu'il y a deux types de mutations. La mutation chromosomique qui concerne la modification du nombre ou la forme des chromosomes, mais aussi la mutation génétique, celle qu'on va beaucoup parler dans ce cours. La mutation génétique. La mutation génétique, ça concerne l'altération des gènes. On va altérer des gènes, c'est-à-dire
au niveau de la séquence, soit de l'ADN ou de l'ARN, on va modifier, soit remplacer ou enlever ou insérer une séquence de base. Il y a combien de mutations génétiques? Pour l'instant, on peut citer que 4 types de mutations génétiques. Il y a une mutation par délétion, d'accord? Il y a la mutation par addition, et il y a la mutation par substitution et la mutation par inversion. On va expliquer étape par étape. La mutation par délétion, c'est le fait que nous avons enlevé une base. D'accord? On a enlevé une séquence de base. D'accord? Il ne faut pas prendre juste le vocabulaire de délétion parce qu'il se peut dans l'exercice, on a changé de vocabulaire. D'accord? On peut dire on a délaissé, d'accord? Ou bien on a enlevé, d'accord? Ou bien il y a beaucoup de synonymes qu'on peut utiliser. Simplement, prenez en compte que lorsqu'on a fait une mutation par délétion, c'est lorsqu'on a enlevé. Alors, si vous regardez, dans cette séquence d'ADN, on a enlevé la cytosine, d'accord? Et si vous regardez la séquence obtenue, il n'y a pas de cytosine. Donc, ça, c'est une mutation par délétion. Et cette mutation peut donner une protéine semblable à celle d'avant ou non. D'accord? Il y a aussi la mutation par addition. C'est le fait que nous avons inséré, ajouté. D'accord? Mutation par addition, par exemple, ici, vous pouvez regarder, on a ajouté quoi? On a ajouté une guanine, d'accord, entre cette thymine et cette cytosine. On a inséré une guanine là-dedans. Ça, c'est une mutation par addition. Et la séquence obtenue peut donner la même protéine que la séquence d'avant mutation ou pas. C'est possible. Nous avons aussi la mutation par substitution. La mutation par substitution, c'est le fait que nous allons remplacer. On va remplacer une base par une autre. Par exemple, ici, on a remplacé le C, d'accord, par une thymine. Donc, la séquence obtenue, vous voyez, il y a la présence de la thymine, alors que la séquence d'avant mutation possède de la cytosine. Et cette séquence retrouvée après mutation peut donner une séquence de protéines différente ou non à celle de la séquence avant mutation. Nous avons enfin la mutation par inversion. La mutation par inversion, c'est lorsque nous avons inversé, nous avons échangé, d'accord, les bases. Par exemple, ici, nous avons quoi? Nous avons une cytosine qui est là et une adénine qui est ici, d'accord? On va échanger entre les deux, entre la cytosine et l'adénine. On va retrouver ici, au lieu d'en avoir le A, T, C, T, A, J, on va avoir le A, T, A, T, C, G. Donc, on a inversé le A et le C. Donc, ça, c'est une mutation par inversion. Donc, voilà l'ensemble des mutations. Donc, si vous avez compris les mutations, cela veut dire le chapitre est fini. Voilà la fin du chapitre. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Il suffit de retenir quoi? De retenir que la transmission de l'information génétique se fait par 2 phénomènes très importants, notamment la transcription de l'ADN en ARN qui a eu lieu dans le noyau et la traduction de l'ARN messager en protéines qui a eu lieu dans le cytoplasme. Et au cours de la traduction, il peut y avoir des mutations. Et ces mutations peuvent être d'origine chromosomique ou d'origine génétique. Quand ils sont d'origine génétique, ils peuvent être des mutations par addition, par substitution, par inversion ou par délétion. Si vous maîtrisez ça, là, vous avez maîtrisé le chapitre, on va passer à des exercices. Alors ici, dans l'exercice, on nous a dit que c'est un exercice de 8 points. D'accord? 8 points gratuits, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions, hein, c'est 4 questions. Vous avez ici soit la séquence d'un gène représentée
ci-dessous. Vous avez la séquence. Cette séquence porte 21 bases. Vous avez T, A, C, G, A, C, C, A, C, C, T, C, T, C, C, A, C, G, G, A, C. D'accord? 21 bases. Notez ça. Vous avez déjà noté? D'accord. Oui. Alors, le tableau de code génétique est là. Vous essayez de donner votre chaîne polypeptidique. Bon, regardez. Bon. Vous avez ici la molécule peptidique qui gouverne la synthèse. Rappelez, vous avez comment on fait pour ne pas se tromper. Il suffit de rassembler 3 bases par 3 bases et tu fais des espaces. Comme ça, tu es sûr. 3 bases, espace, 3 bases, espace. T-A-A-C. Alors déjà, mes chers amis, la première question à se demander, est-ce que la séquence qu'on m'a donnée, est-ce que c'est une séquence d'ADN ou d'ARN? C'est la première des questions. Comment savoir la différence? C'est lorsque tu as la présence de thymine ou bien de l'uracile. Quand tu as la présence de thymine, là, tu sais directement que là, il s'agit de l'ADN. Quand tu as la présence de U, là, tu sais déjà que tu es à la présence de l'ARN messager. La deuxième question, si c'est au niveau de l'ADN, tu dois encore te demander est-ce que c'est le brin transcrit ou le brin non transcrit. D'accord? Après, quel que soit ADN ou ARN, il faudrait faire attention avec le sens de lecture. C'est très important. Si vous regardez le sens de lecture ici, d'accord, c'est même précisé. Si ce n'est pas précisé, bon, vous prenez de droite à gauche. Ce n'est pas un souci. C'est bon? Alors, ici, nous avons la présence de T dans la séquence, ce qui veut dire que c'est une séquence d'ADN. D'accord? Ensuite, on nous a dit que c'est le brin transcrit, donc il n'y a pas beaucoup de travail à faire, parce que si c'était le brin non transcrit, on allait chercher le brin transcrit avant de commencer la transcription. Sinon, là, on sait déjà que ça, c'est le brin transcrit d'après l'exercice. Il suffit de faire la transcription du brin transcrit donné à un ARN, d'accord? Et vous savez, pour faire la transcription, il suffit de remplacer ce qui devait être thymine par l'uracile. Et les autres, vous le faites comme la synthèse de copie à partir de la règle de complémentarité de base. Comme ici, vous avez T. T, ça correspond à A. Vous avez A, ça devrait correspondre à T, mais comme on est en ARN messager, on va remplacer le T par U. Donc, nous aurons U. C, ça correspond à G. C'est la règle de complémentarité de base. G correspond à C. A correspond à U. D'accord? Comme c'est l'ARN messager. C correspond à G. Ainsi de suite. Selon la règle de complémentarité de base, vous aurez AUG, CUG, GUG, GAG, AGG, UGC, CUG. Bon, ça, c'est l'ARN, mais messager synthétisé. Donc là, on a déjà fait la transcription. Maintenant, on va aller à la traduction. Il suffit de regarder la séquence de base qui est là, au niveau de l'ARN, et chercher sa signification, d'accord, en acide aminé dans le code génétique. Quand tu regardes ici le A, U, G, et que quand tu regardes AUG dans le tableau du code génétique, tu verras que le A, d'accord, de droite, U de haut et G de la gauche, vous saurez que ça correspond à la méthionine. D'accord? Ainsi de suite. Donc, faites la même chose. Donc, si vous faites la même chose, vous regardez chaque codon, ce qui correspond au code dans le tableau du code génétique, vous aurez
la séquence polypeptidique de met, le, val, glu, arge, cis, le. Alors, vous devez savoir que ce sont des abréviations, d'accord? Mais des abréviations qui sont acceptables au niveau, à l'échelle internationale, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de terminer, par exemple, ici, écrire méthionine. Quand tu écris directement, on comprend, d'accord? On fait comme ça généralement dans les examens. Donc, voilà la première question. La deuxième question, quelles conséquences aurait la structure de ce polypeptidique sur le brin d'ADN transcrit du nucléotide de la position 4 par un nucléotide à adénine. D'accord? Donc là, on est rentré dans les mutations. Quelle particularité de l'information génétique ce résultat met-il en évidence? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on sait déjà qu'on est dans les mutations. Donc, quel type de mutation qu'on a fait là? On a dit quelles conséquences aurait sur la structure de ce polypeptide, de ce lipopeptide, la substitution. Cela veut dire quoi? Substitution. On a fait quoi, substitution? Qui peut me répondre? Substitution. Oui. Ça veut dire quoi, substitution? Hein? Substitution, échange. Genre, on a échangé. D'accord? On a remplacé. Oui. D'accord? Donc, on a remplacé quoi? On a remplacé sur le brin transcrit de l'ADN, d'accord? À la position 4 par un nucléotide à adénine. Donc, on va regarder dans la position 4. Vous avez 1, 2, 3, 4. Pour le 4, vous avez G qui est là. D'accord? Si tu reviens en arrière, tu sauras la position 4. Hein? Position 4, c'est le G qui est là. Donc, on a remplacé aux positions 4 quoi? On a remplacé un adénine. C'est-à-dire, on a enlevé le G, on a mis un adénine. Donc, si on a enlevé le G, on a remplacé par un adénine. Donc, vous saurez que maintenant, notre brin va devenir TAC. D'accord? C'était là avant. Mais au lieu d'avoir GAC, on aura AAC. On a remplacé le G par A. Donc, j'ai mis des points pour dire que ce qui reste, on va que le recopier. C'est la même chose. N'allez pas à l'examen écrire les 3 points de suspension et dire que monsieur termine. Parce qu'on dit termine avec un 0. D'accord? J'ai mis des points pour dire que ce qui reste, vous allez le recopier. D'accord? Et maintenant, on va revenir à faire la même chose. D'accord? Comme maintenant, nous avons une autre séquence après mutation, ce qu'on va faire maintenant, on va encore refaire la transcription. Même les mêmes choses, hein? Ce sont les mêmes habar. Hein? Donc, on aura quoi? On aura AUG, d'accord? Après la transcription. Ici, au lieu d'avoir CUG, comme la première transcription, on aura UG, parce que A correspond à T. D'accord? Et comme on remplace T par U, on aura A qui va correspondre à U, A aussi qui correspond à U, et C qui correspond à G. Donc, on aura le codon UG. Et les autres codons, d'accord, on va les recopier. Donc, maintenant, on va faire la traduction. On regarde les séquences, les codons, d'accord? Et on va regarder dans le code génétique hein, à ce qui correspond chaque codon. On a le AUG dans le tableau code génétique. Vous le savez déjà que dans le tableau du code génétique, le AUG correspond à la méthionine, le UUG correspond à la leucine, et etc. D'accord? Le GUG correspond à la valine, etc. D'accord? Maintenant, la question qui nous a posée, quelle particularité, d'accord, de l'information génétique ces résultats met-il en évidence? Vous avez ici, si vous avez pu regarder, la séquence de protéines qu'on avait avant la mutation, d'accord, qui est là en haut, et la séquence de protéines retrouvées après mutation qui est ici en bas, si vous regardez, c'est presque la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Met, le, val, glu, arge, cis, le. Donc, ça n'a pas changé.
Donc, malgré qu'on a fait une mutation, mais la protéine synthétisée n'a pas changé. C'est la même séquence d'acides aminés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la particularité de l'information génétique? Il suffit de dire, vous savez déjà, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez ici CUG. Si vous vous rappelez, CUG, c'est lui en haut, d'accord? Et UUG, celle qu'on a retrouvée après mutation, d'accord? Code le même acide aminé. Quel acide aminé qu'on parle là? La leucine. Donc, on a CUG qui correspond à la leucine, d'accord? Et après mutation, on a retrouvé UUG, mais ça correspond aussi également à la leucine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il suffit de dire que le code génétique est comment? Est dégénéré. C'est ce que je vous ai dit. Quand est-ce que le code génétique est dégénéré? C'est lorsque nous avons quoi? Plusieurs codons qui correspondent à la même acide aminé. Donc, tu as le codon de CUUG, tu as le codon de UUG qui correspond à la leucine. Donc, le code génétique est dégénéré ou bien redondant. C'est la même chose. C'est bon, on a compris?